Mesdames, Messieurs, c'est donc parti en route pour un voyage qui vaut son pesant d'or. Cette semaine, à l'occasion de la sortie du film I Feel Good avec Yolande Moreau et Jean Dujardin, l'argent est à l'honneur. Alors parlons peu, parlons cash. Que représente-t-il pour nos voisins? Comment est-il dépensé? Est-ce un vrai critère de réussite? Bref, l'argent fait-il le bonheur à l'étranger? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été bien sûr enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos reporters de luxe. Franck Genozo, qui a fait le déplacement aux Émirats Arabes Unis. Sandrine Mercier, qui nous attend, elle, en Espagne. Arnaud Miguet, notre correspondant en Chine. Et enfin, Marc de Chalvron, qui nous donne, lui, rendez-vous au Sénégal. Alors, pour la première étape, direction les Émirats Arabes Unis, où la démesure est monnaie courante. Bonjour Franck. Alors, s'il y a bien une ville où l'argent coule à flot, c'est Dubaï. Et vous avez rencontré un fils à papa, comme on dit, qui étale sa fortune sans aucun complexe. On l'imagine, là, il y a du lourd, il y a même du bling-bling dans l'air, non ? Oui, tout à fait. Bonjour Laurent, il s'appelle Rachid Bellassa, il vient tout juste d'avoir 17 ans et attachez-vous bien, il est surnommé l'adolescent milliardaire de Dubaï. À 17 ans, il possède donc déjà plusieurs voitures de sport, notamment des Ferrari qu'il ne peut pas conduire parce qu'il n'a pas l'âge. Il dispose également d'un zoo personnel avec des tigres et des girafes et il a déjà investi près de 500 000 € pour une collection de baskets. Alors cet argent, ce n'est pas le sien, c'est celui de son père, un richissime homme d'affaires émirien qui a fait fortune dans le bâtiment, mais le jeune Rachid Bellassa, lui, s'est fait une spécialité de petites vidéos sur Internet où il expose son pouvoir d'achat et figurez-vous que ça fascine des millions d'internautes qui attendent avec impatience toutes ces vidéos dans lesquelles l'argent n'est jamais, mais absolument jamais un problème, comme vous allez le voir dans ce reportage préparé avec Jonah Messina et Maxime Pérez. Dubaï, souvent réputé pour sa démesure, avec ses gratte-ciels géants et ses milliardaires au goût très prononcé pour le luxe. Dans ce monde d'opulence, il y a la famille Bellassa. Rachid en particulier, le fils du puissant homme d'affaires, Saïf Ahmed Bellassa. À 17 ans à peine, il est l'une des personnalités les plus en vogue de Dubaï. Aujourd'hui, je suis sorti sans mes gardes du corps. Rachid Bellassa le doit à ce genre de vidéos postées sur le net où il partage certains moments de sa vie dorée. Dans son pays, les jeunes l'adulent. Et il compte des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Malgré son jeune âge, c'est dans ses bureaux flambant neufs que Rachid Bellassa nous a accueillis, fier de nous présenter sa création, une marque d'accessoires. Et voici ma nouvelle collection. Il y a des trucs pour les filles. Vous voyez, c'est varié comme style. Sa philosophie parfaitement assumée. Avec l'argent, tout est possible. J'aime l'argent, les belles choses, et j'ai associé ces deux éléments. Mais sa grande passion, ce sont les voitures de luxe, comme cette nouvelle Ferrari. Malheureusement, je vais devoir attendre mes 18 ans pour la conduire. L'une de ses lubies, personnaliser ses voitures aux couleurs de sa marque préférée. Oh mon Dieu! Regardez-moi ça. C'est la meilleure voiture de Dubaï. La meilleure du monde. Businessman en herbe, Rachid Bellassa n'en reste pas moins adolescent. Accro aux jeux vidéo, même lors de réunions avec ses associés. Et malgré ses moyens quasi illimités, il le reconnaît, tout ne s'achète pas. C'est vrai que l'argent facilite beaucoup de choses. Mais on ne peut pas s'acheter des amis avec. Ou alors ce seraient des amis superficiels. Et pourtant, dans les faits, Rachid Bellassa aurait dépensé des fortunes pour attirer chez lui de nouveaux amis, et pas n'importe lesquels. Le champion du monde, Paul Pogba, venu spécialement pour son anniversaire, avec cette vidéo surprise. On te souhaite un bon anniversaire, mon pote. Les invités rémunérés pour leur petite visite sont généralement conduits dans cette salle, où Rachid collectionne des baskets, achetées pour plus de 400 000 €. Celles-là, elles sont hyper confortables. À la chanteuse américaine Mariah Carey, Rachid Bellassa préfère montrer son zoo et ses animaux qu'il a fait venir du monde entier,
juste pour son petit plaisir. La folie des grandeurs, même s'il assure ne pas oublier les plus démunis. Il faut toujours être généreux quand on peut le faire. Donner aux autres, c'est important. S'amuser et donner aussi. Sur ces généreuses donations, le jeune homme est beaucoup plus discret que sur le prix de son dernier bolide. À 17 ans, pas toujours facile de garder en tête la valeur de l'argent quand on est assis sur un trésor familial de plusieurs milliards d'euros. Alors Franck, on sait très bien que les pays du Golfe sont aujourd'hui très fortunés, mais on sait aussi que les ressources en hydrocarbures s'épuiseront d'ici 50 ans, un demi-siècle. D'où cette question évidente. On a vu qu'il y avait donc des cigales. Est-ce qu'il y a aussi des fourmis qui pensent à cet avenir, mais un avenir sans pétrole et sans gaz ? Oui, Laurent, c'est vrai que c'est une vraie discussion, cette disparition des ressources en hydrocarbures. Et tous les pays de la région vont devoir trouver des stratégies. Et ils s'y mettent, et à chacun sa stratégie. Justement, l'Arabie Saoudite, par exemple, a décidé de miser sur la haute technologie ou encore sur le tourisme. Les îles saoudiennes de la mer Rouge, par exemple, seront bientôt mises en concession pour y construire des hôtels ou encore des restaurants. Le tourisme également à Dubaï avec le shopping ou le tourisme culturel à Abu Dhabi depuis un an avec l'ouverture du musée du Louvre. Et puis il y a des pays comme le Qatar qui misent davantage sur l'éducation. Le Qatar qui a fait venir un certain nombre de grands noms des universités occidentales. Même chose à Abu Dhabi où se sont installés la Sorbonne ou encore l'université de New York. L'idée, c'est de trouver des solutions, de former la jeunesse de ces pays, mais aussi d'attirer les jeunes talents pour, dans un avenir proche, rester compétitifs et attractifs et faire face à la disparition programmée des hydrocarbures. Merci beaucoup Franck, et surtout vous nous le gardez bien au chaud, votre jeune homme. Pour la prochaine escale, nous partons en Espagne où pour certains il semblerait que l'argent ne fasse pas le bonheur et que la richesse vienne d'ailleurs. Bonjour Sandrine. Alors comme ça, envie d'amour et d'eau fraîche au pays du soleil, quelle est la clé de la réussite ibérique ? Bonjour Laurent, effectivement pour certains Espagnols, l'argent n'achète pas le bonheur. Voilà comment on traduit ici l'expression. Et s'il y a bien un endroit en Espagne où l'on n'achète rien, où l'argent est presque banni, c'est à Marinaleda, un village d'irréductibles andalous refusant la propriété et la fortune. Une sorte d'enclave anticapitaliste. Un exemple à suivre, disent certains, car il n'y a à Marinaleda que 5% de chômage contre 23% ailleurs en Andalousie. Marie Bolinchas et Johan Prodom sont partis à la rencontre de ces habitants qui vivent heureux sans argent. C'est un petit Cuba au beau milieu de l'Andalousie. Dans les champs de Marinaleda, on ne rêve pas d'un gros salaire, mais d'un emploi pour chacun. On s'est battu pour avoir du travail toute l'année. On commence par la récolte des artichauts, puis les courgettes. On se répartit le travail en équipe. L'idée est d'avoir tous du travail sur l'année, quitte à travailler un peu moins. Ce sont les ouvriers agricoles qui sont à l'origine de cette répartition du travail. Dans les années 80, ces 1200 hectares appartenaient à un duc et n'étaient pas exploités. Mais les paysans sans terre se sont rebellés et ont occupé les champs. Après 10 ans de combat, le duc cède finalement son domaine à la commune. Ces terres sont depuis gérées en coopérative par les habitants de Marinaleda. Leurs récoltes sont ensuite transformées dans cette usine et exportées dans toute l'Espagne. Ici, le salaire est le même pour tous, 1200 € par mois. Et pas question d'augmenter qui que ce soit. Si on fait des bénéfices, on crée de nouveaux postes et on embauche alors plus de personnes. Cette politique salariale permet à la coopérative d'employer près de 400 personnes. Dans une usine normale, on travaillerait pour quelqu'un d'autre, pour qu'il s'enrichisse. Alors qu'ici, ce qui est gagné est pour nous. Un travail garanti et un logement à un prix imbattable. Pour 15 € par mois, tout le monde peut devenir propriétaire à Marinaleda. Mais à ce prix-là, pas de sur-mesure. Toutes les maisons sont dessinées sur le même plan. La mairie finance les matériaux et la main-d'œuvre est gratuite, car ce sont les habitants eux-mêmes qui construisent leur logement. Carmen habite avec son fils dans cette maison de 90 mètres carrés.
J'en ai pour 80 ans si je veux rembourser le prêt. Et même une fois morte, cette maison ne sera toujours pas à moi. Parce que c'est une maison publique, construite avec de l'argent public, pour nous tous. Donc je n'ai pas le droit de la vendre ni faire de spéculation avec. 250 logements ont déjà été construits. Et monsieur le maire prévoit d'offrir 25 parcelles de plus le mois prochain. Juan Manuel Sánchez Gordillo est un utopiste et il ne s'en cache pas. Dans son bureau, le portrait du Che a remplacé celui du roi d'Espagne. Le dieu des riches et des bourgeois, c'est l'argent. Le marché est une dictature. On doit être capable de créer un autre système de valeurs, comme la solidarité ou la compréhension de l'autre. Rebelle, à contre-courant, depuis 30 ans, Marina Leda tente de s'affranchir de l'argent. Et ailleurs en Espagne, Sandrine, il existe d'autres villes, villages comme celui-ci ? Eh bien, Laurent, Marina Leda fait figure d'exception, oui, car il y a quelques autres tentatives ailleurs, mais il n'y a rien de comparable. En fait, pour une raison assez simple, en Andalousie, plus de 60% des terres appartiennent à seulement une poignée de familles, très riches pour le coup, des aristocrates souvent, qui n'exploitent pas leurs terres. Pourquoi ? Eh bien, si la terre est laissée à l'abandon, elle reçoit des subventions de l'Europe. Résultat, de nombreuses terres sont laissées en jachère. Et rares sont ceux qui ont envie de lutter, qui sont prêts à une lutte acharnée, comme l'ont fait il y a 20 ans les gens de Marina Leda. Et alors, Sandrine, les Espagnols comptent aussi, j'imagine, sur de belles fortunes, non ? Oui, ça, effectivement, il y a de grandes fortunes ici. La principale et la plus connue est celle d'Amancio Ortega, le fondateur du groupe Inditex. Vous connaissez sûrement Zara. Estimée à 70 milliards d'euros, elle le place dans le top 5 des hommes les plus riches au monde. En fait, Laurent, la reprise économique qu'il y a eu en Espagne après la dure crise que nous avons traversée a surtout fait naître des inégalités. L'an dernier, on a vu apparaître 7000 nouveaux millionnaires, c'est-à-dire en gros 20 nouveaux par jour. Alors que pendant ce temps, les plus pauvres perdaient, eux, un tiers de leur richesse. Merci beaucoup Sandrine pour toutes ces précieuses informations et à très bientôt bien sûr. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec Julia Livage. Il semblerait effectivement que le web soit considéré pour certains comme la poule aux œufs d'or et je ne pense pas me tromper. C'est exactement ça. Le rapport à l'argent sur Internet, il est centré sur 3 questions essentielles. Comment gagner de l'argent ? Comment dépenser moins ? Comment dépenser en étant sécurisé, pour que le paiement soit sécurisé sur Internet ? Voilà les préoccupations des internautes. Internet aujourd'hui est considéré comme une source de revenus par ses utilisateurs. On peut en effet gagner de l'argent sur la toile, mais attention, rien de révolutionnaire, même s'il faut admettre qu'aujourd'hui, il existe une véritable économie parallèle. On peut tout louer et tout devient une source de revenus. On peut louer son intellect, son patrimoine, sa maison, sa voiture, son savoir-faire et ressortir de l'argent. Avec ça, il existe aussi un autre modèle qui s'appelle le modèle du mini-job, qu'on appelle le crowd labor, le travail collaboratif comme tout ce qui se passe sur Internet. Alors là, on va vous demander de remplir des micro-tâches qui ne peuvent pas être effectuées par un ordinateur. Vous cliquez une centaine de fois sur le même bouton, vous analysez une situation, vous écrivez une traduction, vous codez même tout ça en échange de mini, je le précise, salaire. Alors vous pouvez aussi répondre par exemple à des sondages rémunérés, à des mails rémunérés. Voilà comment ça se passe, ces mini-jobs sur Internet. Alors en ce qui concerne la question dépenser moins, on sait qu'Internet a donné naissance à de nouvelles formes de consommation. Alors dépenser moins, eh bien, c'est des sites de vente collaboratifs, acheter à plusieurs, le troc sur Internet ou encore les enchères ou les ventes privées. Et concernant la dernière préoccupation des internautes, la sécurité en ligne, sachez aujourd'hui qu'acheter sur Internet, eh bien, c'est plus sécurisé que donner son numéro de carte par téléphone ou même donner sa carte à un restaurateur qui va la prendre avec lui et vous amener l'appareil bancaire. Acheter sur Internet aujourd'hui, c'est devenu un acte banal. Pour la plupart, les sites sont sécurisés. Veillez à ce que ce soit toujours précisé et toujours acheté sur des sites connus. Et pour ça, vous pouvez vérifier l'existence de la société sur ce site qui s'appelle société.com avant d'effectuer votre achat sur ce site. Oui, c'est bien de le dire parce qu'effectivement, il y a tellement d'argent sur la toile qu'il y a de plus en plus de pirates. D'escroqueries, de piratage, exactement. Merci beaucoup, Julia, pour toutes ces précisions. Notre expédition se poursuit en Chine, cette fois-ci, un pays pas toujours à l'aise avec les sujets épineux. Bonjour Arnaud. Alors, grande question que l'on se pose, l'argent fait-il partie ou pas, tabou, hors note, tabou ? Bonjour, il y a beaucoup de sujets tabous ici, Laurent, comme la religion ou encore la politique, surtout ne pas en parler, mais s'il en est un qui met tout le monde à l'aise, c'est l'argent.
Et parfois, on peut vous demander le plus naturellement possible le montant de votre salaire, le prix d'un produit de luxe ou d'une montre de marque si vous en portez une, ce qui n'est pas mon cas. Bref, dans ce pays socialiste, c'est le règne de l'argent roi avec le développement économique qu'a connu la Chine depuis ces 30 dernières années. Et on ne s'en cache pas. La Chine est aujourd'hui le pays qui compte le plus de milliardaires au monde. 609, très exactement, cette année, c'est 41 milliardaires de plus que l'an dernier. Il y a plus de milliardaires ici en Chine qu'aux États-Unis. Et donc il y a aussi beaucoup d'inégalités car les 1% les plus riches en Chine possèdent pas moins de 44% de la richesse nationale. C'est un peu moins de la moitié. Des inégalités, des disparités, elles sont parfois criantes, même dans les grandes villes, comme à Shanghai, deuxième ville du pays. Vous allez le voir dans ce reportage signé Justine Jankowski. Shanghai, la perle de l'Orient, de luxe. 6e ville la plus riche au monde, le poumon économique de la Chine. Ici, l'argent s'étale partout. Avec ces gratte-ciel qui ont poussé en 20 ans comme des champignons. Avec les plus grandes marques, les plus chères, Chanel, Valentino, Versace, et cette rue uniquement dédiée aux boutiques de montres haut de gamme. Et bien sûr, avec ses centres commerciaux de luxe. Ici, tout le monde veut sa part du gâteau. Il y a ceux qui rêvent de richesse. Pour un sac de luxe, je peux économiser pendant des mois. Et ceux qui ne font pas semblant. Ça, ce sont des chaussures. Je les ai payées 1 300 €. Je trouve qu'en dessous de 2 000 €, c'est raisonnable. Cette quinquagénaire souriante est venue du nord du pays pour un week-end shopping. Son fils au bras, ses lunettes griffées sur la tête. Elle cherche un nouveau sac à main pour sa collection personnelle. Oui, le petit, il est pas mal. Dans un sac, je mettrais quelques milliers d'euros. Yun Ge a tous les signes extérieurs de richesse et elle ne s'en cache pas. Je pense qu'il y aura toujours des riches et des pauvres. Il faut des riches pour faire avancer les autres. C'est impossible que tout le monde vive égaux. Mais derrière ce décor clinquant, Shanghai est surtout la vitrine des inégalités en Chine. Car la croissance effrénée qu'a connue le pays ces 30 dernières années n'a pas bénéficié à tout le monde. Face à ces immeubles neufs, des taudis. Ce quartier pauvre de l'est de Shanghai, la ville est en train de le démolir. Dans cette baraque en tôle habite Du Wei et son mari depuis plus de 20 ans. Voici leur salon de coiffure, 3 € la coupe et le premier client de la journée. C'est la meilleure du quartier. Du Wei se dégage un salaire d'à peine 700 € par mois. Cette maison, c'est tout ce qu'elle possède. Ça, c'est le lit de ma fille, quand elle revient le week-end. Avant, elle dormait ici, sur le canapé. Ça a duré 18 ans. Sa ville, comme sa maison qui va bientôt être détruite, ne lui appartiennent plus. Quand j'ai rencontré mon mari, la rue derrière n'était même pas pavée. Maintenant, regardez les alentours. Tout est si neuf et développé. Aujourd'hui, même si je vendais, je ne pourrais pas m'acheter une maison dans le coin. Derrière les tours rutilantes de Shanghai, comme dans les campagnes, en Chine, 40 millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté. Très, très impressionnant. Merci beaucoup Arnaud et à bientôt, effectivement. Retour en France avec à présent Isabelle Martinet qui va nous rejoindre. On va s'intéresser avec Isabelle à notre rapport à l'argent. Alors, au bout du compte, oui, notre rapport, il est bon ou mauvais ? Il est ambigu. Et à l'inverse de la Chine, il est un peu tabou. En France, personne ne sait combien gagne son voisin, son collègue, sa famille, et il serait d'une totale incorrection de le demander. En fait, il semble que la puissance de l'argent fascine et qu'on se sente un peu coupable de cette fascination. Alors on envie l'argent tout en affirmant qu'il ne fait pas le bonheur. On le méprise tout en tentant sa chance aux loteries. On le diabolise pour corruption, mais on le définit comme le nerf de la guerre. Bref, c'est compliqué, Laurent. Alors, dites-nous tout, quelles sont les vraies raisons de ce rapport si particulier ?
Eh bien, les raisons sont avant tout culturelles. D'abord, il y a nos racines paysannes, lorsque nos ancêtres cachaient l'argent liquide sous le matelas pour ne pas susciter de convoitise. Et puis, la religion catholique, tournée vers les pauvres, a donné à l'argent l'odeur du péché. Et puis, il y a aussi des idées philosophiques qui ont inculqué que le profit n'est pas bien, alors on a un peu de mal à composer avec toutes ces influences. Oui, vous voulez dire, Isabelle, que l'argent a évolué effectivement dans nos esprits et dans l'histoire. Alors, dans l'histoire, eh bien, l'argent a toujours été la valeur des marchands, depuis l'achat des charges transmissibles de père en fils jusqu'aux grands patrons de la révolution industrielle. Donc, lorsque les premiers sportifs ou artistes talentueux ont rejoint le cercle très restreint des fortunés, ce fut un bouleversement sociologique. Et puis aujourd'hui, avec la mondialisation, on l'a vu, eh bien, les possibilités de réussite se sont multipliées, parfois de façon discutable. Donc on a développé le culte de la transparence pour éviter les dérives. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il est devenu normal de gagner de l'argent et presque anormal d'en gagner beaucoup. Et ça veut dire quoi, aujourd'hui, être riche en France? Alors, par rapport à un salaire moyen net établi en 2015 par l'INSEE à 2 250 €, dans l'opinion, on considère qu'une personne est riche à partir d'un gain brut mensuel de 5 000 € et un patrimoine de 500 000 €. À noter que ce chiffre est en baisse par rapport à 2011. C'est entre autres le résultat de charges qui progressent, qui crée un écart de plus important entre le brut et le net et donne un sentiment d'appauvrissement. Parallèlement, si on compare avec le dernier classement de Challenge des plus grandes fortunes de France, il faut quand même se situer avec un petit patrimoine de 140 millions d'euros, s'il vous plaît, pour se caler à la 500e et dernière place de ce classement. Donc il y a quand même un décalage entre la réalité de la richesse et la perception que l'on en a. Alors justement, c'est quoi notre avis en général sur la richesse? Alors les sondages révèlent une fois encore nos contradictions. En clair, il est mal vu d'être riche, mais il est normal de vouloir le devenir. Et puis, sur l'impôt, eh bien, c'est à peu près la même complexité quand on aborde cette question. C'est-à-dire que les Français considèrent qu'un impôt trop élevé va être un facteur déterminant de départ à l'étranger, mais sont majoritairement contre la suppression totale de l'ISF. Est-ce qu'on sait ce que représente l'argent aujourd'hui, alors, finalement? Alors, aujourd'hui, l'argent est plutôt une garantie plus qu'un moyen d'agir ou de se faire plaisir. En fait, c'est la solution. C'est la solution pour remédier à une situation économique qui est inquiétante. Un seul exemple, la réforme des retraites inquiète 65% des Français. Résultat, eh bien, que lorsqu'on demande aujourd'hui aux Français s'ils devaient choisir entre plus de temps ou plus d'argent, ils répondent à 75% qu'ils choisiraient plus d'argent, quel que soit leur revenu. Différentes générations, différents regards sur l'argent aussi. Absolument. Aujourd'hui, de façon moins décomplexée, 73% des 18-24 ans revendiquent leur désir de s'enrichir. D'abord parce qu'ils côtoient d'autres cultures un peu moins frileuses par rapport à l'argent, et puis parce que la situation économique actuelle les rend soucieux de se construire un avenir sécurisé. Et alors, il faut en conclure quoi? Eh bien, je vais laisser la place à un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pascal Bruckner, et qui dit de l'argent que c'est une promesse en recherche de sagesse. Alors, je vous laisse méditer sur cette citation, et je dirais simplement que finalement, à y réfléchir, on est tous le riche ou le pauvre de quelqu'un. Merci beaucoup, Isabelle. Allez, pour notre toute dernière destination, cap sur le Sénégal, un pays qui ne roule pas sur l'or, on le sait, loin de là. Bonjour Marc, quel rapport entretiennent les Sénégalais avec l'argent? C'est pas évident, j'imagine. Oui, bonjour Laurent. En fait, ce qui caractérise le rapport à l'argent pour la grande majorité des Sénégalais, c'est avant tout qu'ils en manquent. Le salaire moyen est à peine de 140 € et les dépenses sont très nombreuses. Du coup, les gens sont pris à la gorge, asphyxiés littéralement par les dépenses du quotidien. Et quand certains arrivent à mettre un peu d'argent de côté, souvent l'entourage, la famille demande un petit coup de main. Il est très difficile de refuser. En fait, ce qui frappe, c'est l'impossibilité qu'ont les gens ici d'épargner, de mettre un peu d'argent de côté. Alors la population et les femmes surtout ont trouvé une solution, c'est la tontine. Regardez ce reportage signé Aurélie Fontaine, Antoine Husser et Papsec. Dans ce quartier de Tiénaba, comme dans tous les villages du Sénégal, les femmes ne ratent jamais ce rendez-vous. Une fois par semaine, elles se réunissent et cotisent environ 3 €. Le tout est consigné dans un cahier scrupuleusement. On appelle ça la tontine, une pratique ancestrale ici. Et Maria Dia en est la présidente. Diène Diouf, tes comptes sont bons.
La tontine, une forme d'épargne collective organisée par et pour les femmes, avec une rigueur nécessaire. Tu sais, quand tous les lundis tu dois cotiser 3 €, c'est dur de les trouver. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à cotiser, donc on le marque sur le cahier et on leur met des amendes. Au Sénégal, il n'y a pas d'argent, il n'y a que des astuces. Chaque semaine, Maria Dia distribue la totalité du pot commun à une des 140 femmes de la tontine. Ce jour-là, c'est Kodobei qui récupère l'équivalent de 90 €. Je suis très contente. Je vais rapporter ça à la maison. Je vais pouvoir faire plein de choses. Comme la majorité des Sénégalais, Kodobei est asphyxié par les dépenses du quotidien. Nourriture, électricité, école des enfants. Seule la tontine lui permet 2 fois par an d'avoir un petit capital. Avec cet argent-là, je vais faire du commerce. Acheter du tissu pour faire des draps et les vendre. Si j'empruntais à la banque, je ne pourrais pas rembourser les intérêts et investir en même temps pour mon commerce. Moderniser cette pratique enracinée dans les traditions. À Dakar, la capitale, une entreprise s'est lancée dans la tontine 2.0. Les participants envoient leurs cotisations par transfert d'argent. Tout le monde a bien cotisé? Ces opératrices sont ensuite chargées de vérifier que tout le monde est à jour. 1000 clients ont choisi de confier la gestion de leur tontine à cette application, lancée il y a 1 an à peine. Avec le tableau de bord, le gestionnaire peut voir toutes les informations concernant son groupe. Qui a cotisé, qui n'est pas encore cotisé, qui a reçu un prêt. Ça va bien, alhamdoulilah. Seyna Boussila est gestionnaire justement de cette nouvelle forme de tontine. Sa vie grandement facilitée par cette application. Plus besoin de réunions, plus besoin de garder de l'argent liquide. Tout se fait par téléphone. C'est ce membre-là qui a gagné. Vous avez vu, la tontine du mois est gagnée par ce membre. Tu as vu. On ne touche jamais de liquide. Tout se passe par message. C'est plus transparent et c'est plus sûr. Et quand vient le moment d'aller chercher l'argent de la tontine, il suffit de se rendre à la boutique la plus proche. Donner un code au commerçant qui reçoit la confirmation du transfert d'argent par téléphone et remet du liquide. Rien de plus simple qu'une tontine des temps modernes. En fait, Marc, c'est une sorte d'alternative au système bancaire. Oui, exactement, Laurent, c'est tout à fait cela. Figurez-vous qu'au Sénégal, 1 personne sur 5 seulement dispose d'un compte en banque. C'est très peu. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les gens n'ont pas assez d'argent et qu'aux yeux des banques, eh bien, les clients potentiels ne sont pas si nombreux. La plupart des personnes ici n'étant pas solvables. Du coup, l'accès au crédit est extrêmement limité. Et c'est bien ce qu'ont vu d'ailleurs les fondateurs de matontine.com que l'on a pu voir dans ce reportage, car au-delà d'organiser des tontines sur Internet, ils proposent des petits services bancaires comme des petits prêts ou encore des assurances. Et c'est cela qu'ils espèrent développer dans un avenir très proche, devenir en quelque sorte un organisme de microcrédit. Là, Marc, vous êtes au Sénégal, mais dans d'autres pays d'Afrique, j'ai déjà entendu parler de tontine. Oui, cette pratique est très répandue en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique centrale, Cameroun, Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin. On aurait pu réaliser ce reportage à peu près n'importe où. C'est tout simplement qu'elle répond, la tontine, à un besoin fondamental de la population. Accumuler un peu d'argent, on l'a vu dans le reportage, mais également affronter les imprévus, les coups durs que réserve parfois la vie. Ainsi, si un membre de la tontine doit affronter des difficultés, un décès ou une hospitalisation, eh bien cette personne peut demander une avance. En fait, la tontine sert en quelque sorte de sécurité sociale dans des pays où elle est malheureusement très largement défaillante. Merci beaucoup, Marc, et à bientôt. Allez, il est l'heure, Monsignor, de clore cette belle émission. Alors, merci bien sûr à nos 4 correspondants pour ces reportages très enrichissants. La semaine prochaine, les familles monoparentales seront à l'honneur.
Comment sont-elles perçues dans les autres pays? Existe-t-il des aides spécifiques et comment les enfants vivent-ils cette situation? Réponse donc samedi prochain. Télématin, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi dès 6h30. D'ici là, écoutez, passez tout simplement un excellent week-end.